Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et c'est Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info, CJSR. Cette semaine, on vous parle du nouveau guide destiné aux nouveaux arrivants de Portneuf ayant été dévoilé vendredi dernier. Nous allons aussi discuter avec Claude Duplain, le maire de Saint-Raymond, à propos des consultations publiques qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Le raid Bras du Nord de Saint-Raymond de Portneuf va se tenir du 25 au 27 août prochain. Une conférence de presse a eu lieu cette semaine. Finalement, on dresse le portrait de la Raymondoise Annika Bédard, qui a gagné une médaille d'or individuelle au championnat canadien de Vancouver la semaine dernière. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Ce matin, à Donnacona, des enseignantes et enseignants du syndicat de l'enseignement de Portneuf se sont réunis près des bureaux du centre de services scolaires afin de sensibiliser la population, mais aussi les dirigeants vis-à-vis certains problèmes qui découlent de la composition des groupes. Selon les enseignants, près d'un élève du primaire sur deux n'aurait pas le cheminement normal pour son âge et son niveau scolaire. De plus, pour le même groupe au primaire, les enseignants et enseignantes doivent composer en moyenne avec 5 plans d'intervention, 5 élèves en difficulté et 4 élèves ayant des mesures d'adaptation. Toujours selon le personnel qui a été consulté, près de 40% du temps en classe n'est plus consacré à de l'enseignement de qualité. C'est pourquoi les enseignants se sont regroupés aujourd'hui pour faire réaliser aux autorités ce qui doit être changé dans le système, c'est-à-dire que les groupes soient composés de façon à ce que l'enseignement soit priorisé. Depuis ce mardi 30 mai, des travaux sont en cours au niveau du pont ferroviaire situé entre Donnacona et Neuville. En effet, la compagnie CN procède à des travaux de réfection d'un pont ferroviaire à l'est de la route Baudry. De cette façon, le CN ferme la route 138 entre l'intersection avec la route 365 et la route Baudry du lundi au jeudi entre 7h et 17h30. Les travaux se poursuivront jusqu'au 22 juin prochain selon l'échéancier que l'on peut trouver sur le site web de la ville de Donnacona. À Saint-Léonard de Portneuf, maintenant, Denis Langlois a finalement payé l'amende de 4 000 $ qu'il devait à la municipalité après que la Commission municipale du Québec ait jugé qu'il avait commis un manquement éthique grave lors d'une séance du Conseil de 2018. On se rappelle que la situation avait été apportée devant la CMQ lors de l'audience du 28 février 2023. Selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf, Archil Gladu, le maire actuel de Saint-Léonard, a annoncé que l'amende avait été payé lors de la dernière séance du 1er mai dernier. En effet, on reprochait à l'ancien maire d'avoir donné une ordre en 2018 à la directrice générale de l'époque pour convoquer une nouvelle rencontre dans le but de modifier la décision prise par le Conseil visant à demander à la MRC de Portneuf de tenir une consultation publique pour un projet d'agrandissement de porcherie qui était alors la propriété de M. Langlois.
Un nouveau guide destiné pour les nouveaux arrivants a été lancé par la MRC de Portneuf vendredi dernier en collaboration avec Accès Travail Portneuf. Le guide est disponible en version papier mais aussi en version numérique. Voici Ariane Presso, chargée en immigration pour la MRC de Portneuf, qui présente ce livre. Finalement, le tout chaud qui vient de sortir de l'impression, un guide pour les nouveaux arrivants. Donc, vous avez eu une copie lorsque vous êtes arrivé. Sachez qu'il y a des formats papier qui existent, puis on va vous l'expliquer aussi tout à l'heure, mais il y a aussi les formats web qui seront disponibles, donc qui seront parfaits pour diffuser pour les gens que vous croyez qui pourraient avoir besoin de ces bel outil que nous venons de créer. Ce guide est le deuxième de la sorte, alors qu'Accès Travail Portneuf avait auparavant créé une première itération il y a 3 ans. Avec l'expérience des agents en sensibilisation et intégration en immigration de Portneuf, le nouveau guide saura répondre aux réels besoins des nouveaux arrivants, au dire de Johan Benas, membre de l'organisme. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Ariane, ce guide, ça fait 3 ans qu'on avait commencé à travailler dessus. Faut savoir que depuis 3 ans, on accompagne à peu près 500 personnes sur la MRC de Portneuf et 400 travailleurs agricoles. On avait besoin d'un outil, on a créé ça il y a 3 ans. C'était à partir de ce qui se faisait dans les autres régions. C'était un service qui était nouveau dans Portneuf. Et puis on a développé ce guide. Et puis cette année, la mouture qui sort aujourd'hui, que vous avez en main, avec le soutien de la MRC et puis de Pop Media, ça nous permet d'avoir un guide qui est beaucoup plus abouti et puis surtout qui est basé sur l'accompagnement qui est fait des nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les informations que vous y trouvez dedans, ça a été travaillé en fonction des demandes que les nouveaux arrivants font à mes collègues de travail qui sont là aujourd'hui. Voilà. Donc on pense qu'il est concret et qui servira. Et puis surtout, on va continuer à le faire évoluer dans le temps. Mais là, aujourd'hui, on a une bonne base de travail et puis un bon outil pour les personnes qui viennent s'installer dans Portneuf. Voilà. Selon les intervenants et intervenantes sur le terrain, le guide constitue un outil très utile. Tout au long du processus d'intégration, une entreprise de la région, Pop Media, a travaillé à la création du guide. Celui-ci demeure technologique, même avec la version papier. En effet, des codes QR ont été ajoutés pour favoriser l'utilisation des nouveaux arrivants. On entend à nouveau Madame Presso. La différence, en fait, c'est que le format papier a des codes QR. Donc, lorsque vous avez besoin d'utilisation puis vous cherchez un médecin de famille, le cellulaire, une petite photo et ça va directement vers le lien désiré. Donc, c'est vraiment, ça facilite l'utilisation de l'outil. Pas besoin d'un ordinateur ou d'un autre outil pour pouvoir aller chercher l'information directement. La version en ligne qui se trouve actuellement sur le site Région de Portneuf, sur l'onglet « S'établir » dans Portneuf, n'a pas de code QR parce qu'en général, les gens vont être déjà sur leur téléphone ou sur un ordinateur. Et là, au lieu d'être des codes QR, c'est vraiment des liens cliquables directement. Donc encore là, ça facilite l'expérience client de l'outil, ce qui fait en sorte que les deux formats sont vraiment complémentaires et ils n'ont pas nécessairement la même... il ne sera pas nécessairement utilisé au même moment, mais a son utilité dans les deux cas. Lors de la conférence de presse, Tiffany Serron, une immigrante de France, a témoigné de son arrivée dans la région. On l'entend maintenant. Et tous les outils nous aident, que ce soit aussi pour l'emploi, pour nos jeunes, parce qu'on ne savait pas si nos jeunes pouvaient travailler du fait d'être encore en secondaire. Et dernièrement, on a appris que oui, qu'il fallait juste reprendre aussi que ça pouvait s'associer en fait à un permis d'études et à un permis de travail hors campus, qui n'a rien à voir avec la scolarité. Donc là, mes enfants, quand je leur ai appris ça la semaine dernière, ils sont en grande joie. Parce qu'ils vont pouvoir aussi faire leurs preuves en tant que pornevoises, en fait. Pour l'instant, ce nouveau guide est disponible uniquement dans la langue française. Ce week-end, au cinéma Alouette, il va y avoir la diffusion de la 2e saison de l'émission de CJSR, Mon Histoire en héritage. Le projet a été réalisé par le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf, la table de concertation des aînés de Portneuf et CJSR. Le concept est simple, des jeunes de la région vont à la rencontre de nos aînés pour en apprendre plus sur leur parcours et il sera donc possible pour toute la population de visionner ces entrevues ce dimanche entre 8h30 et 14h30. Pour en parler davantage, nous avons Aubert Tremblay de CJSR et Jacinthe Drolette de la table de concertation des aînés de Portneuf. Je vais donc aller les rejoindre maintenant. Bonsoir à vous deux. Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Avant de rentrer un peu dans le sujet de cette saison 2, faut dire qu'il y avait une saison 1 pour Mon histoire en héritage. Et comment cette idée-là d'émission est-elle arrivée, là, peut-être Aubert? Je pense que c'est plus du rayon à toi. C'est toi qui a parti ça, je crois, hein, pas mal? C'est suite à une discussion avec Julie Leblanc, qui était notre chargée de projet au niveau du volet intergénérationnel pour la table de concertation des aînés de Portneuf. Et elle travaillait en même temps pour la table 0-5 ans. Okay. Et on se disait, ça prend une activité, une initiative innovante vraiment pour aller chercher le potentiel des jeunes et faire découvrir le potentiel aussi des jeunes davantage au niveau secondaire et tout ça, et rejoindre les aînés avec les jeunes et tout. Fait que c'est vraiment de fil en aiguille, en discutant, que là, on a dit, on pourrait faire une série télévisée, tout ça. Fait Julie, elle a contacté, je pense, Aubert et tout. On avait déjà travaillé ensemble, Julie et moi, sur d'autres projets, là, sur le jeu chez les enfants, justement. Fait que donc, on se connaissait déjà, fait que ça a été tout de suite. De toute façon, moi, faire parler les aînés, ça a toujours été, j'ai toujours tripé là-dessus, si je peux dire. Même quand j'étais à Cap-Rouge, je faisais le même genre d'entrevue déjà à cette époque-là. Donc, le but de la démarche, c'était de favoriser le contact entre les aînés et les plus jeunes. Exactement. Puis moi, c'est ça que je trouvais formidable là-dedans, la rencontre entre la personne âgée et la personne jeune. Puis la personne jeune, c'est comme si, par ce projet-là, on l'obligeait à s'intéresser à une personne aînée, fait que donc à connaître tout son cheminement et tout ça, tout en évidemment, en initiant le jeune au travail de télévision aussi, là, en même temps. Mais le plus beau, c'était la rencontre entre la personne âgée et la personne jeune, je pense. Donc, c'est vraiment un travail complet. On arrive à comprendre et à connaître les gens du territoire, d'ici, mais en plus, apprendre les rudiments de la télévision. Donc, c'est vraiment tout un beau bagage qu'on donne à ces jeunes-là. Et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, Jacinthe, mais qu'est-ce qui implique vraiment la table de concertation des aînés dans ce projet-là? Bon, tout d'abord, on est allé chercher le financement pour le projet et tout. Et notre préoccupation au niveau de la table de concertation, c'est toujours le bien-être des aînés, mais c'est également l'implication sociale, c'est le partage de connaissances. Et ce projet-là, Mon histoire en héritage, ça nous montre justement le fait de partager. Les aînés partagent leur expérience, que ce soit au niveau professionnel, familial ou leur enfance, ou tout leur vécu. Fait que ce partage-là est vraiment riche pour les aînés, mais également là, pour les jeunes. Il fallait voir de toute façon, chez l'aîné, comment il était content qu'on s'intéresse à lui et qu'il pouvait raconter, puis en même temps, il se voyait vraiment comme un aîné qui avait comme quelque chose à montrer aux jeunes qui étaient devant lui. Fait que je trouvais que c'était une rencontre formidable. Et je pense qu'il y a aussi une autre valeur, oui, pour les participants, mais pour ceux qui vont aller visionner ça, on va en apprendre beaucoup plus sur la population de Saint-Raymond, entre autres. Justement, le visionnement, il sera possible ce dimanche. Parle-nous un peu de cette activité-là. C'est toute la journée au cinéma Alouette? Le premier visionnement commence à 8h30 le matin et ça se poursuit là, de fil en aiguille avec tous les enregistrements que Aubert et les jeunes, avec Louis-Maxime Renaud et Cathy Bussière ont fait aussi du Carrefour Jeunesse Emploi. C'est un projet vraiment de partenariat. Ça, c'est important aussi pour la table de concertation des aînés. Fait que toute l'avant-midi, jusque le dernier visionnement, il est à 14h30. Mais toutes les demi-heures, approximativement, demi-heure, 40 minutes, là, il va y avoir des visionnements des enregistrements et les gens vont pouvoir venir. C'est libre. Madame Drolet, je vois que vous avez en ce moment l'invitation. Pouvez-vous nous dire rapidement là, les gens qui ont été interviewés? Je pense que vous les avez justement à l'endos. Exactement. On commence à 8h30 avec le visionnement de l'enregistrement de Louis Bourassa, suivi de Réjeanne Julien. Ensuite, il y a un moment de prise de parole. Par la suite, on parle de Madame Feu Géraldine Doré. Les jeunes ont fait l'enregistrement et malheureusement, 2 semaines plus tard, son décès est arrivé. Mais avec l'accord de la famille, on a pu, on va présenter son documentaire. Ça va être un moment touchant parce qu'elle parle justement qu'elle a voulu rester dans sa maison longtemps encore, puis 2 semaines après, elle était décédée. Exact, exact. Et par la suite, ça a suivi avec Jacqueline Genois, Normand Genois, Marjolaine Bédard, Marguerite Bilodeau, un couple, Louise Barrette-Denis et Jean-Guy Denis, ainsi que sœur Denise Bélanger.
Évidemment, là, les Denis sont bien connus également dans le coin de Saint-Raymond là, pour la quincaillerie qui est juste à côté des studios de CJSR. Comment avez-vous trouvé tous ces volontaires-là? Ça a été un travail d'équipe. Le Carrefour, je pense qu'il y a aussi une partie du travail là-dedans. C'est vraiment, oui, c'est ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Et honnêtement, je peux dire haut la main à Louis-Maxime Renaud, à Cathy Bussière et à Aubert. Parce que c'est vraiment eux là, qui ont chapeauté toute cette deuxième édition de Mon histoire en héritage. La participation des aînés n'a pas été très, très compliquée. Et la participation des jeunes non plus. Hein? Non plus, ça a été vraiment agréable. Je suis allé leur donner une formation de quelques heures. Puis après, j'étais là à chaque tournage aussi. J'étais comme le coordonnateur technique, on va dire, là-dedans. Et aussi, comme des entrevues, j'ai fait ça souvent. Je pouvais aussi leur donner des petits trucs sur les entrevues aussi. Fait que ça a très bien été là-dessus. Puis Louis-Maxime est extraordinaire pour trouver les gens, mais c'est quelqu'un qui est comme ancré à Saint-Raymond. Puis c'est des gens de Saint-Raymond, il les connaît tous. Bon, fait que ça a été formidable. Moi, j'ai appris plein de choses sur Saint-Raymond avec ces entrevues-là, justement. Puis j'ai rencontré des jeunes tellement sympathiques et allumés, là, ça a été formidable. Et justement, Aubert, les jeunes ont appris les rudiments de la télévision. Tu les as suivis tout au long du parcours. Et est-ce que tu as vu que les jeunes avaient un intérêt à apprendre justement les rudiments de la télévision? Évidemment, ça variait d'une personne à l'autre. Il y en a qui étaient plus intéressés par les questions, à poser des questions. Mais là, on essayait de faire une rotation quand même, qu'il fallait qu'ils touchent quand même à la caméra. Puis il y en a d'autres que j'ai tout de suite remarqué qui étaient très allumés sur la caméra aussi. Donc, ça nous fait des... Puis il y en a un même qui voulait faire une entrevue, comment est-ce qu'il s'appelle, je me souviens plus de son nom. Il voulait faire une entrevue avec son grand-père après ça parce qu'il voulait aller plus loin dans ce domaine-là. Apprendre à connaître ses proches aussi. Apprendre en même temps, c'est ça justement, cet intérêt-là qui naît là, c'est extraordinaire justement. Merci Jacinthe d'avoir permis ça. Là. Bien, merci. Dans le fond, c'est merci à tous les collaborateurs. Hein? Parce que oui, l'idée est là, mais si les partenaires sont pas là, si les jeunes ne croient pas en ce potentiel de projet-là, ça n'a pas ce résultat-là. Et le temps file, mais une petite question rapide. Oui. Est-ce que, là, on a 2 saisons. Est-ce qu'une saison 3, ça peut être envisageable? Je crois que oui, mais c'est toi qu'il faut qu'il réponde à ça, je pense. Effectivement, la saison 3, Louis-Maxime Renaud m'a contacté il y a quelques semaines en me disant « Jacinthe, y aurait-il une possibilité de faire une saison 3? » Et j'en ai parlé avec mon conseil d'administration et on est tout à fait d'accord à faire une saison 3. À venir, mais on garde le reste. Et moi, je suis absolument d'accord aussi. Puis Louis-Maxime m'en a parlé un peu. Elle va être un peu différente, probablement, dans la formule, mais ça va être encore des personnes âgées qu'on va interviewer. Donc, une invitation au cinéma Alouette dès 9h... 8h30. Le premier visionnement, 8h30. Puis ça va nous permettre à tout et chacun de connaître les gens. Puis une partie d'historique de Saint-Raymond. Cette activité-là est-elle gratuite? C'est gratuit. Même le popcorn est gratuit, hein? Même le popcorn est gratuit. Alors, ça vaut la peine. À vous deux, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour parler de Mon histoire en héritage saison 2. On poursuit maintenant dans l'émission et au retour de la pause, une entrevue avec Claude Duplain, le maire de Saint-Raymond, pour parler des prochaines consultations publiques. Restez des nôtres. Notre force, c'est vous. Soyons fiers de notre région, soyons fiers de Portneuf. Cet automne à CJSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter 3 nouvelles émissions produites dans notre studio muni de nouveaux décors. L'une d'entre elles, Revenir de loin, va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 88 337 4925. Nos matières résiduelles atteignent de nouveaux sommets. Pensons à réduire, à réutiliser, à réparer. Pensons à mieux consommer.
La gymnaste raymondoise Annika Bédard a remporté 2 médailles d'or au championnat canadien qui se déroulait à Vancouver. Il s'agit d'un rêve devenu réalité pour celle qui fait de la gymnastique depuis l'âge de 3 ans. Voici le reportage de mon collègue Philippe Papillon sur le sujet. Pour les championnats canadiens, c'est une préparation à long terme, donc on se prépare toute l'année pour ça. C'est notre objectif de l'année. Donc on a plusieurs façons de se préparer. On se prépare autant au niveau de la préparation physique, technique, mentale que nutritionnelle. On essaie de diminuer le volume d'entraînement pour se concentrer sur faire des entraînements de qualité, pour vraiment peaufiner les petits détails qui manquent avant d'être prête pour les championnats canadiens. On joue aussi sur avoir beaucoup de sommeil, une bonne alimentation et une bonne hydratation pour être arrivé en pleine forme au championnat canadien et bien reposé. J'ai commencé à faire de la gymnastique à l'âge de 3 ans. À 8 ans, j'ai commencé à faire des compétitions. À 16 ans, donc en secondaire 4, j'ai changé de club pour venir à Québec Performance en sport-études. Donc ça fait que je m'entraîne 20 heures par semaine toutes les semaines. Oui, en effet, le saut est une force depuis toujours chez Annika. Annika, c'est une athlète très, très puissante. Donc, le saut, tout ce qui est saut et sol, tous les appareils de puissance, c'est sa force. Donc, au saut, elle se démarque très bien. Elle s'est démarquée tout au long de l'année en terminant première à toutes les compétitions. Donc, le saut était vraiment une force de chez Annika. Il fallait se qualifier pour les championnats québécois premièrement. Puis aux championnats québécois, il fallait arriver dans les 6 premières pour pouvoir se qualifier pour les championnats canadiens. Moi, j'ai terminé première aux championnats québécois, donc j'étais qualifiée pour faire les championnats canadiens. J'ai déjà reçu 2 bourses de la façade, donc la Fondation du sport amateur de Portneuf. Donc ça, c'est vraiment très apprécié. Aussi, le milieu où je travaille, le Pronation Saint-Raymond, ont fait une levée de fonds pour ma compétition à Vancouver. Donc ils ont fait un GoFundMe pour ramasser des fonds pour soutenir les coûts liés à ma compétition. C'est sûr que déjà m'être rendu au championnat canadien, c'est vraiment un objectif atteint. Donc rendu là, c'est surtout avoir du plaisir puis faire le mieux que je pouvais pour démontrer de quoi j'étais capable. L'année prochaine, ça va être ma dernière année. Mon objectif, c'est vraiment d'atteindre le dernier niveau du programme de gymnastique artistique canadien, donc le niveau 10. Ça va être vraiment mon objectif pour l'année prochaine. C'est sûr que c'est un parcours à long terme. Là. On fait des entraînements tous les jours, l'été comme l'hiver. Donc c'est sûr qu'en s'entraînant tous les jours, on est préparé pour faire les championnats canadiens. J'étais vraiment fière, là. Surtout déjà, être rendue au championnat canadien, c'est tellement une fierté. Puis savoir que j'allais avoir une médaille individuelle, c'est vraiment comme, j'étais vraiment fière de moi. Puis ça montrait tout le travail que j'ai fait derrière ça, là, qui était accompli. On poursuit maintenant. À Saint-Raymond de Portneuf, il va y avoir une vague de consultations publiques pour connaître ce que la population désire en matière d'infrastructures, de services et de projets dans la localité. Des consultations web avaient déjà été effectuées en ligne et à la suite du processus, il va y avoir donc les consultations au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Très bientôt, 4 rencontres thématiques vont avoir lieu pour ces consultations qui débutent à partir de mardi prochain. Pour en parler, nous avons le maire de Saint-Raymond avec nous ce soir, M. Claude Duplain. Bonsoir, M. Duplain. Bonsoir, Merci d'être des nôtres. Avant de parler de tout ce processus des consultations publiques, je veux savoir à la base pourquoi le Conseil de Saint-Raymond consulte-t-il sa population? En fait, depuis que le Conseil a été élu, on a toujours parlé de beaucoup de transparence. Oui. Okay? Et on a commencé par faire une rétrospective de Saint-Raymond, des choses qui ont été accomplies et vers où on voulait s'en aller. Et la décision au Conseil était de décider qu'on veut planifier longtemps d'avance. On veut savoir dans les 10 prochaines années vers où on va s'en aller pour pouvoir justement mettre la bonne argent au bon moment sur les bons projets.
On trouve assez important. Fait que là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille à élaborer, chercher les infrastructures, élaborer les projets, les planifier en gros. Mais on voulait surtout que la population puisse être consultée. Fait que de là, l'hiver dernier, on a fait une consultation par le web, où la participation était extraordinaire. Une grande participation. Habituellement, on nous a dit que les 2-3 % de la population va participer. Nous, on a monté là, à 5-6 % si on prend les réels. Puis je pourrais vous dire qu'il y a à peu près 10 % de la population qui est allée voir le site. Et justement, qu'est-ce qui est ressorti de ces consultations publiques web-là? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ce qu'on a fait dans la publication, dans le web, c'est qu'on a posé des questions. On demandait au monde de répondre, de donner leur appréciation, mais on voulait aussi qu'ils donnent leurs commentaires, mais qui parlent de nouveaux projets qu'eux autres pouvaient avoir. Pour qu'on puisse justement continuer dans notre élaboration de 10 ans. Est-ce qu'il y aurait des projets qu'on n'a pas pensé ou des exemples? On nous a parlé de piscine, on nous a parlé de bibliothèque, on nous a parlé de toutes sortes de projets. Mais une chose qui est ressortie beaucoup, ce qu'on a remarqué, parce qu'on voulait une consultation sur des projets et non sur des outils. C'est-à-dire qu'on pouvait nous parler, ben là, ça nous prendrait un trottoir dans telle rue, la circulation va trop vite à telle place. On a tout regardé ça, puis on a vu que la sécurité pour les gens était importante. On le savait déjà, mais ça nous a confirmé que pour les gens, la sécurité est importante. C'est pour ça que dans notre consultation, on a voulu avoir un volet sécurité pour parler justement de ça avec les gens. Oui, on va en parler avant de se rendre dans les... parce que c'est 4 séances là, que vous allez avoir, je pense, à partir de la semaine prochaine, à partir du 6 juin, donc oui, de ce mardi. Le 6. Exactement, c'est à partir du 6. Mais avant d'entrer là, vous l'avez dit un peu, vous voulez que le conseil soit transparent, vous voulez regarder pour les 10 prochaines années, donc votre vision, c'est de regarder avec votre population qu'est-ce que l'avenir de Saint-Raymond va être. C'est ça un peu le... Tu sais, on sait déjà qu'on est un gros terrain de jeu. Ça, c'est du acquis. On nous a, dans la consultation, on a ce qui est ressorti aussi, c'est le loisir de proximité. Fait qu'on est une place de chasse, de pêche, des lacs, la rivière. Point de vue sécurité, il fallait en parler de la rivière. Et le sport de proximité. Donc, quand tu regardes les infrastructures, on a en haut... dans le coin de ce que chez André Genois avait fait avec la tourbière, où on fait du ski de fond, de la raquette. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la tourbière? Là? À un moment donné, il va falloir est-ce qu'on statue là-dessus? C'est seulement que du bénévole ou on va, nous, s'organiser pour peut-être acquérir les terrains et mettre une infrastructure en place pour que ce soit plus facile d'entretien pour les bénévoles. Des gens comme André Genois qui ont donné 15 ans de sa vie à travailler sur ce terrain. Là, maintenant, il a lâché cette année. Donc là, il y a un groupe de jeunes, de personnes qui sont en place pour la suite de ça. Donc, chaque projet comme ça, dans nos réflexions, qu'est-ce qui va se passer avec l'Église puis le presbytère? Il faut lui poser la question. D'ici 10 ans, on entend parler que les églises puis les presbytères se vendent. Il va arriver quoi, Saint-Raymond? Donc, il fallait aller voir les jeunes du presbytère pour... Oui, même le diocèse a son mot à dire à ce niveau-là aussi. Voilà. Donc, on est en discussion avec le diocèse là-dessus. Fait que c'est différents projets. On avait pratiquement plus, il restait, je pense, dans le milieu urbain, environ une vingtaine de terrains à vendre. Globalement, Saint-Raymond, on vend environ 100 terrains par année. Donc, il fallait bouger, là, parce que là, on n'aura plus de terrain à vendre dans le milieu urbain. Et comme les gouvernements nous pressent, mais c'est la logique aussi de faire de la densification urbaine. Bien là, on a regardé comment on va faire de la densification urbaine. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le concept densification urbaine? En fait, le concept de densification, c'est que vous avez des... On est habitué à avoir des grands terrains avec une maison avec plusieurs hectares par terrain. Fait que quand vous avez ces terrains-là dans le centre de Saint-Raymond, vous perdez un peu de place. Donc, on est obligé de sortir du secteur urbain pour bâtir
Et ça, les gouvernements sont en train de nous empêcher de faire ça. Pour ceux qui nous écoutent, si on regarde un immeuble à condo, ça fait partie justement de densifier plus la population parce qu'il y a plus d'endroits sur le même terrain, il y a plus de personnes et de logements sur le même terrain. Exactement. On a vu en haut de la Côte-Joyeuse, vous avez 6 logements et 12 logements qui sont en train de se construire. C'est ce qu'on appelle de la densification sur le terrain. Si vous auriez pu vendre cet terrain-là pour seulement 3-4 maisons, maintenant, il va y avoir plusieurs logements là. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder, mais il faut savoir où on les fait et bien les faire en rapport avec tout ce qui est social, économique et environnemental. Donc, les consultations publiques, on revient à ça. 4 rencontres. Mardi, le 6 juin, 19h, c'est le volet des loisirs, de la culture, du sport, du patrimoine, de l'environnement et de la qualité de vie. Oui. Qu'est-ce qu'on s'attend? En fait, là, les gens viennent là et vont vous donner des idées dans ces sujets-là. Comment ça fonctionne? Au lieu de rassembler 300-400 personnes dans une salle, on a voulu faire ça par thème pour avoir peut-être des groupes de 50-60 personnes à chaque thème. Mais à chaque fois qu'on va faire la présentation, on fait notre présentation globale, du projet global. Donc, le monde pourra quand même se prononcer sur autre chose que les loisirs et l'environnement, si on prend la première. Mais on va essayer de se concentrer là-dessus. Déjà, les loisirs, c'est un gros pan pour Saint-Raymond. Et l'environnement est important aussi. Donc, à chaque soir, il y aura des thèmes spécifiques pour que vous avez un thème pour les industries. Donc, pour pas qu'ils viennent n'importe quand, on aimerait ça que les industries se regroupent. C'est le 20 juin. Le 20 juin au matin pour les industries. Donc, on espère que les industries, les commerçants vont se concentrer dans ce place-là. Mais ce qui n'empêche pas que le commerçant qui ne peut pas venir là ou la personne qui ne peut pas venir à la première, à la concentration loisirs, environnement, vienne à la deuxième ou la troisième, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'on demande, c'est que le monde s'enregistre pour savoir à peu près comment on va avoir de personnes, pas se ramasser un soir avec 200 personnes. Il faut le dire à l'avance qu'on veut être là. On demande aux gens de s'enregistrer sur le site web ou au numéro de téléphone de la ville. Donc, le 13 juin, on va avoir le volet des services communautaires et sociaux. Oui. Et bon, ça, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette catégorie-là. On peut penser au SOS Accueil, j'imagine. Exactement. Tout ce qui est sociaux, logements sociaux. Oui. Les aînés font partie pour nous de cette partie-là. Fait que chaque groupe, justement, et ils ont tous été invités selon certains soirs aussi. Fait que chaque groupe de Saint-Raymond, sans exception, ont tous été invités personnellement à ces rencontres. Donc, si on parle du sport, on peut imaginer que la Vallée Bras-du-Nord a été invitée. Exactement. Les jeunes ont été invités. Les clubs de hockey, les clubs de sport, les clubs de soccer, ils ont tous été invités pour transmettre ça à leurs gens. Et on parlait justement on va parler beaucoup, là, on est en train de travailler sur le nouveau parc sportif en haut. Exactement. Bon, ça va faire partie. Sur la rue des Pionniers. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va. Nous, on a fait. Je me permets de dire qu'on a fait des esquisses de ce qu'on pense faire. On a même des esquisses en pensée par rapport au projet, mais des esquisses réelles de ce que pourraient être les projets aussi. OK? Et pour beaucoup de projets, donc on va présenter ça au monde de ce que ça a l'air. Mais comme ce sont des esquisses, le monde va pouvoir se prononcer avant qu'on planche sur une idée finale. Parce que là, vous en avez 4, mais là, après ces 4-là, on va encore travailler là-dessus. Et ce qu'on veut cet automne, on appelle ça, on peut faire une grand-messe, où on va inviter tout le monde, et là, on va présenter les projets par priorité qu'on a mis. Et là, pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple. On sait que dans les prochaines années, le presbytère et l'Église, il va falloir les acquérir. C'est un fait. OK? S'il y a une place pour faire une bibliothèque, parce que le projet est ressorti, c'est peut-être dans l'Église. Quelle priorité on va y mettre, quand on va la faire, et l'argent qu'on va y mettre. Et cette idée-là vient un peu, je ne sais pas si vous avez vu la bibliothèque à Neuville, qui est faite dans l'Église, c'est vraiment extraordinaire. Exactement. Plusieurs municipalités de Portneuf veulent s'inspirer de ça aussi. Exactement, exactement. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça pourrait aller très bien dans notre Église à Saint-Raymond. Le temps file. Le dernier sujet qu'on n'a pas discuté ensemble, c'est la mobilité, le transport et la sécurité. Vous l'avez dit, la sécurité, c'est extrêmement important et c'est déjà ressorti sur le web. Ça, c'est le 14 juin à 19h. Oui. Le Saint-Raymond, quand on parle de loisirs de proximité, quand on pense Saint-Raymond, puis quand je vous parle de projet, là, on part du lac Sept-Îles, y compris le lac Sept-Îles, aller jusqu'à la chute Penant. Fait que c'est tous les espaces
qu'on a essayé de regarder pour voir comment on va aménager ça dans le futur, relié en piste cyclable. OK. Relié en piste cyclable, les pistes de ski de fond, les pistes de raquettes, comment on va utiliser la rivière, comment la possibilité de pouvoir utiliser la rivière l'hiver. Vous savez qu'il y a un projet pour le barrage de la chute, un projet qui a rapport à la rivière par rapport aux inondations, la question de relever le barrage avec un genre de ballon qu'on va pouvoir dessouffler pour briser les glaces. Oui. Mais quand ça va être fait, on va pouvoir remonter le niveau de la rivière d'environ 1 mètre. Donc, vous allez avoir une rivière qui va être navigable sur 7 km. Donc, les projets reliés à ça, des projets comme il y a ici à côté du pont où on peut faire louer un paddleboard, c'est vraiment extraordinaire de voir les gens sur la rivière. Là. Donc, comment on va redonner la rivière aux citoyens pour qu'ils puissent en profiter dans leurs loisirs. C'est toutes des choses comme ça qu'on va jaser avec les gens. Monsieur Duplain, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Le temps file. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler parce que, sincèrement, il y a beaucoup de sujets. Le SSAQ, la campagne de financement dont vous êtes le coprésident. Je ne veux pas qu'on s'embarque là-dessus, mais évidemment, on rappelle à ceux qui nous écoutent de regarder ça. Ça vous donne l'occasion de me réinviter pour en parler. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Duplain, d'avoir été des nôtres ce soir. Au retour de la pause, on vous présente le reportage créé par Charles Laviolette et Michel Beausoleil concernant le mois du journalisme. Restez des nôtres. Un gin aux accents du Sud distillé sur la Côte-Nord. C'est donc ben exotique. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. SAQ, le goût de partager. Cet automne à CJSR, nous allons avoir le plaisir de vous présenter 3 nouvelles émissions produites dans notre studio muni de nouveaux décors. L'une d'entre elles, Revenir de loin, va plonger le spectateur au cœur d'une entrevue avec une personne qui a vécu et surmonté une épreuve difficile dans sa vie. Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient venir en direct en studio pour nous témoigner leur expérience, et ce, dès septembre prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire ou contacter Suzy à la réception au 88 337 4925. Pour l'occasion du mois du journalisme, Michel Beausoleil et Charles Laviolette se sont penchés sur la pratique du métier au Québec. Ils se sont même promenés, ont discuté avec plusieurs intervenants du milieu et ils nous ont concocté un reportage qu'on entend maintenant. De Charles Laviolette et de Michel Beausoleil. Je regarde et on est prêt à la régie, alors on écoute ce reportage. On assiste depuis plusieurs années à la détérioration de la qualité de l'information au profit du fast-food et de l'info-buzz, bien sucré et bien salé, qui joue avec les glandes et les émotions pour attirer l'attention et les profits. Depuis une quarantaine d'années, les salles de nouvelles des médias nationaux, régionaux et locaux au Québec se sont vidées de leurs journalistes. Le nombre a diminué de 10 % entre 2006 et 2016 et la baisse se poursuit. Des accusations circulent sur le manque de neutralité journalistique et sur la culture du show business de l'info. La crédibilité du journalisme est touchée et aujourd'hui, la simple perception est devenue la stratégie pour manipuler l'opinion publique. Comment le journaliste doit-il réagir, mieux se protéger, mieux protéger le public et retrouver la pleine confiance des consommateurs? Une des bonnes façons, c'est de mieux comprendre son travail. Alors moi, je suis au Soleil depuis 2003, mais depuis 2018, rédactrice en chef. Alors, le rôle de rédactrice en chef, c'est évidemment d'avoir un regard sur tout ce qui se fait question contenu, le volet rédaction, parce qu'un journal, hein, c'est oui du journalisme, c'est aussi les ventes, l'administration. Et moi, je suis donc la personne ressource réellement pour la rédaction. Donc, quand même, un travail de représentation à certains égards auprès de mes collègues des autres départements. Donc, je suis vraiment le point de chute de la rédaction.
Au quotidien, j'ai une patte dans le contenu, une patte dans les visions plus stratégiques. Donc, il y a un côté, il y a des gens qui travaillent évidemment avec moi. J'ai un directeur de l'information, une coordonnatrice à l'information aussi. Mais il n'y a pas beaucoup, on n'est pas une si grande équipe au Soleil, donc il n'y a pas beaucoup de décisions qui se prennent sans que j'ai la chance d'être impliqué, même dans des décisions plus quotidiennes. Du lendemain, pour les journalistes des quotidiens de l'époque des années 70-80, aujourd'hui, la publication se passe là, en ce moment, en direct. C'est assez serré. Je te dirais qu'une journée au Parlement, quand les élus siègent, là, c'est assez éreintant parce qu'il y a de la production constamment. On est dans un cycle de nouvelles en continu. Donc, il peut y avoir des demandes à RDI. Il y a les radiojournaux du matin. Il y a le téléjournal de midi, le radiojournal de midi. Il y a les bulletins de nouvelles régionaux partout au Québec en après-midi, à la radio aussi, donc il faut laisser du contenu. Ensuite de ça, il y a le téléjournal avec Patrice Roy à 17h. Il y a les téléjournaux régionaux à 18h. Des fois, il peut y avoir des demandes à 24h60 avec Anne-Marie Dussault. Des fois, il y a des demandes pour le téléjournal 21h, 22h. Ça arrive qu'on préenregistre parce qu'on ne fait pas toujours des journées de travail de 12-13 heures, quoi que ça arrive. Mais si je devais résumer, les échéances sont constantes parce qu'à Radio-Canada, la particularité, c'est qu'on a 3 plateformes à alimenter en continu toute la journée. Alors, les heures de tombée ou les échéances pour les reportages, là, c'est à peu près à toutes les heures ou en tout cas à chaque demi-journée. Malgré les bonnes pratiques et la rigueur du journaliste professionnel, la crédibilité du métier est touchée. Plus sérieusement, depuis l'arrivée du mode numérique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Les fausses nouvelles et la désinformation fabriquées par des spécialistes, la confusion des genres et l'omniprésence de l'opinion sont autant d'éléments qui affaiblissent la confiance envers les journalistes. Il y a un lien de confiance qui est brisé, qui est à rebâtir, assurément. Moi, je n'ai pas peur des mots, je le sens sur le terrain, qu'il y a eu une perte de public. Moi, comme défenseur du journalisme, l'opinion répandue à tout vent, pour moi, c'est venu briser une partie de notre métier. Parce que, oui, c'est important les chroniqueurs, c'est important les journalistes dans le milieu du sportif. Mais tu ne peux pas offrir que ça comme voix, parce que ça fait en sorte que dans la tête des gens, les journalistes, ce sont des gens qui ont des opinions et qui les répandent à tout vent. Mais c'est pas ça, le journalisme. Le journalisme et les journalistes, on doit s'assurer d'être là pour jouer l'avocat du diable, de remettre les contradictions et d'être là dans la neutralité. Le journalisme de solution ou de bienveillance aurait-il un avenir? Devrait-on innover ou explorer de nouvelles façons de financer des salles de nouvelles régionales et locales multimédia? Quoi qu'il en soit, la démarche journalistique qui doit mener à la vérité a été, est et sera toujours reconnue comme un service essentiel dans toute société. C'est de continuer à se distinguer, d'accepter d'évoluer dans le milieu dans lequel on est. J'évoquais la rapidité, mais aussi de se questionner qu'est-ce qu'on ajoute, nous, comme médias? En quoi on va se distinguer dans cet univers de désinformation, de médias alternatifs? Alors, c'est de trouver, je pense, de ne jamais perdre de vue, malgré la rapidité, malgré la surabondance, de jamais perdre de vue la démarche fondamentale des journalistes. Il y aura toujours une demande. Puis c'est ça qui me donne espoir. C'est ça qui, dans les journées peut-être un petit peu plus difficiles, je vois ça puis je me dis, il y a de l'avenir parce que les gens sont prêts encore à s'abonner au Québec pour des médias d'information qui sont là pour offrir du contenu de qualité. Ça me donne espoir. Ça me donne de la motivation à chaque jour de me dire, hey, j'ai des lecteurs qui paient à tous les jours pour avoir accès à mon contenu. Moi, je suis prêt à me battre pour ces gens-là. Je suis prêt à informer ces gens-là du mieux que je peux, de les surprendre, de les faire rire, des fois de les faire pleurer. Parce que c'est ça notre mandat, c'est de raconter des histoires et de faire découvrir des histoires derrière la performance de sport. Continuer à travailler sur la confiance que le public a envers nous. Puis ça, il n'y a pas d'autre moyen que de démontrer
quotidiennement qu'on est digne de cette confiance-là. Puis comment on démontre ça? C'est par le sérieux de la démarche, l'aspect public de la démarche. Les gens, il faut qu'ils savent comment on travaille. Dimanche dernier, à Cap-Santé a eu lieu un concert bénéfice à l'église de Cap-Santé organisé par le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé. Pour l'occasion, 70 étudiants du Montgomery High School du New Jersey étaient sur place pour présenter la chorale. L'événement a attiré les Cap-Santéens dans l'église de Cap-Santé et plusieurs pièces ont été présentées. Le spectacle était à 15h. Nous allons nous entretenir avec Lise Filion et Benoît Plourde du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé la semaine prochaine. Alors, c'est un rendez-vous. L'édition 2023 du Raid du Bras du Nord a été annoncée ce mardi. La programmation familiale a été également dévoilée. Voici notre reportage. Du 25 au 27 août prochain à Saint-Raymond-de-Portneuf aura lieu l'édition 2023 du Raid Bras du Nord qui regroupe des centaines de cyclistes pour le plus grand événement de vélo de montagne dans la province de Québec. Cet événement a attiré plus de 900 athlètes de tout âge en 2022 et revient donc sur le site du centre de ski de Saint-Raymond. Plusieurs parcours seront offerts aux coureurs cette année. On entend Dominique, l'un des bénévoles membres du conseil d'administration, à ce sujet. La première journée, c'est le vendredi 25 août. Se déroulera la deuxième édition de notre défi entreprise. Le défi entreprise consiste à une boucle de 5 km à relais, à équipe de 4, pendant 4 heures, entre 13 et 17 heures. L'équipe qui effectuera le plus grand nombre de boucles de 5 km sera couronnée gagnante. Pour le samedi 26 août, c'est notre course célèbre. Depuis maintenant 19 ans, ces courses font la popularité du Raid Bras du Nord. Encore cette année, nous offrons 5 distances. L'avant-bras, qui s'adresse à tout le monde dès les 11 ans. Le petit bras, 31 et 44 km, notre course la plus populaire à chaque année. Et le gros bras, 64 et 80 km pour les plus ambitieux. Puis la dernière journée, le 27 août, la journée familiale, c'est la journée réservée aux familles. Encore cette année, les jeunes de 2 à 10 ans pourront expérimenter notre parcours spécialement conçu pour eux. En plus de l'aspect vélo, le Raid Bras du Nord souhaite être un événement de choix pour les familles d'ici. On entend maintenant Jimmy, un autre membre du conseil d'administration. Ensuite, notre programmation spectacle prend son envol lors du défi entreprise, le 25. Pendant le 5 à 7, on aura André Richard en tant que chansonnier qui accompagnera les équipes qui vont pouvoir se raconter les histoires de la journée. Puis, durant la soirée, c'est hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson et son band qui seront avec nous autres pour une bonne partie de la soirée. Puis, on termine avec DJ Guillaume Mirette pour la soirée. Nous, le comité, c'est le moment où on relaxe pour décoller le raid le lendemain. Samedi soir, c'est une soirée qui sera tout aussi festive. On va accompagner nos coureurs l'après-midi pendant le retour avec Carignan. C'est un groupe avec un violoniste. C'est 2 chansonniers, dans le fond, un violoniste et un guitariste qui vont accompagner les coureurs lors du retour et la petite bière dans la chill zone et sous le chapiteau. Durant la soirée, on va avoir le groupe Just Do It qui fait des covers d'un peu les années 2000, 90-2000. Puis, on termine la soirée avec les Karma Chameleon qui font tout le retour au niveau des années 80, des choses comme ça. Fait que ça devrait être une belle ambiance, le fun là, pour tous nos coureurs et pour la population de Saint-Raymond et des alentours. Pour le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, l'organisation du Raid Bras du Nord constitue une valeur sûre dans le monde de l'événementiel à la ville de Saint-Raymond. Selon lui, cet événement pourrait remplacer même la défunte Grosse Bûche. Le voici à ce sujet. Avant, on avait quelque chose de festif à Saint-Raymond qui s'appelait la Grosse Bûche. Quelque chose qui est disparu. On a essayé de le ramener avec Musée-Magie. On est revenu à la Grosse Bûche. OK?
Je pense, puis on se reparlé de la grosse bûche. Puis souvent, les conseillers m'en parlent, on n'a plus d'événements comme la grosse bûche. Bien, je pense que vous êtes l'organisme avec qui Saint-Raymond aimerait s'associer officiellement pour que justement votre événement devienne un événement, vous l'avez dit, vous avez une programmation familiale, que ça devienne un événement pour Saint-Raymond, pour la région, un événement gratuit pour réunir toutes les familles, réunir la population. Le Raid Bras du Nord a même le vent dans les voiles, comme un promotuel, Assurance a décidé de s'associer à l'événement. C'était Danick Julien pour CJSR. Jeudi prochain, le 8 juin, il va y avoir une journée destinée aux proches aidants et aînés de Portneuf au cinéma Alouette. Pour en parler, nous avons discuté avec Stéphane Lépine, le responsable des communications au sein de l'organisme Arc-en-Ciel. Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec Stéphane Lépine, qui est responsable aux communications à l'organisme Arc-en-Ciel de Portneuf. Bonjour Stéphane. Bonjour Danick, ça va bien? Ça va super bien. Stéphane, tu viens nous parler d'un beau projet aujourd'hui, une collaboration entre 4 organismes de Portneuf. Avant de parler des organismes, cette journée-là, ça s'appelle la Journée Cinéma. Ça se passe la semaine prochaine. Peux-tu nous parler rapidement de ce que c'est? Effectivement. En gros, je veux en parler tout de suite, les organismes, parce que c'est important. C'est les 4 qui sont vraiment mis ensemble pour faire un super beau projet, la table des aînés de Portneuf, l'Arc-en-Ciel, les proches aidants de la capitale nationale, secteur Portneuf, et l'APHP. Alors, les 4 organismes sont sur le projet. Moi et ma collègue Claudie, on se partage le côté médiatique, dans le fond, pour cette semaine, pour justement faire connaître le projet. Et aussi, bien, on ne peut pas oublier le cinéma Alouette qui est dans le coup aussi à 100%. Évidemment, parler de la journée de cinéma, proches aidants et aînés de Portneuf. Bon, selon l'invitation, on dit que vous êtes conviés au cinéma Alouette de Saint-Raymond pour un programme double. Qu'est-ce que c'est que cette journée-là? Alors, première des choses, pourquoi on en a mis 2? Bien, c'est pour se rappeler le cinéma des années 80. Hein, vous savez qu'au cinéma Alouette, il y avait des programmes doubles, puis même ça remontait à au moins 30-40 ans. Alors, on allait voir un film, on avait une pause, on allait voir un deuxième film. Alors, ça va être un petit peu sur le même principe. Nous, de ce côté-là, on est allé avec 2 documentaires qui nous touchent plus particulièrement, autant un ou l'autre des organismes. Alors, le premier, bien sûr, c'est Au-delà des mots. C'est un documentaire qui nous est fourni par, justement, l'appui Proches aidants. C'est un organisme québécois qui s'occupe justement de faire de la promotion, justement, des proches aidants. Et le deuxième, bien, je pense qu'il est très bien connu. J'ai placé ma mère. C'est un documentaire de Denis Desjardins. Le deuxième documentaire qui fait, justement, dans le fond, il a commencé une web-série qui s'appelle L'industrie de la vieillesse. Et par la suite, il est allé voir 2 documentaires pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec nos aînés sur le territoire de la province du Québec. Et le deuxième, il est très percutant. Ben, j'imagine que tu as des questions sur lui aussi. Ou... Justement, mais avant d'entrer en détail dans les films, pourquoi c'est important pour les organismes de Portneuf de faire cette journée-là? Bon, première des choses, rencontrer les gens. OK? Oui. On va avoir des moments durant l'après-midi. Donc, ça commence à midi. Et de midi à 12h30, les 4 organismes seront là, disponibles pour parler aux gens, pour leur donner de l'information sur chacun des organismes, puis comment on peut les aider. Alors, il y aura le premier documentaire Au-delà des mots, et par la suite, il y aura une pause de 1 demi-heure. Ça leur permettra d'aller voir la restauration du cinéma Alouette, hein, les bubble tea, café glacé maintenant. Alors, il y a toutes sortes de nouvelles affaires, ça va être le fun. Et en même temps, bien, les kiosques seront encore ouverts pour justement permettre à tout le monde de venir jaser avec nous et puis d'avoir de l'information sur les organismes. Alors, il y a les 2 documentaires, mais aussi toute l'information que vous allez pouvoir venir chercher durant la journée. Donc, ce que je comprends, cette journée-là qui s'adresse pour les proches aidants, pour les aînés de Portneuf, elle est utile pour, voir ces documentaires-là qui sont dans la thématique, mais aussi pour montrer les ressources disponibles pour la population, en fait, l'Arc-en-Ciel, la table des aînés. C'est donc un tout qui fait en sorte que cette journée-là est très instructive là, pour les participants. Exactement. Et les gens du cinéma me disaient qu'il y avait eu quelques demandes pour J'ai placé ma mère. Il y a un petit buzz par rapport à ce documentaire-là qui, entre autres, vient de gagner le meilleur documentaire canadien au Hot Docs. C'est un gros festival de Toronto. Alors, il y a un buzz. Ça s'est fait le 8 mai dernier, donc ça fait pas très longtemps. Donc, et ça a l'air que c'est très punché comme documentaire, que ça vient chercher. En plus, ça s'est passé durant la pandémie. Le réalisateur, Denis Desjardins, qui a suivi sa mère
qu'il voulait placer au CHSLD et toutes les procédures, toutes les démarches qu'il a dû faire pour ça. Alors, ça a l'air que c'est un documentaire qui est vraiment, qui vient chercher l'émotion de tout ça. Là. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait face à cette situation-là ou vont y faire face éventuellement. Donc, prendre peut-être un peu là, le pouls de la situation avec ce film-là, c'est une bonne chose. C'est ça. Et au départ, nous et la table des aînés avec les proches aidants et l'APHP, on s'est rencontrés. Puis là, on s'est dit, ouais, là, c'est sûr que aussi, il y a le fait qu'il y a une méconnaissance peut-être des organismes qui sont dans le milieu. Alors, pourquoi pas en faire un programme double, mais en même temps, jaser avec les gens, donner de l'information. Puis les gens aussi, des fois, ils sont gênés d'appeler. Fait que là, on va être sur place. Ils vont pouvoir venir nous rencontrer puis prendre l'information qui est nécessaire pour différents dossiers, différentes démarches. Stéphane, c'est au moment où on fait cette entrevue, en fait, où elle sera diffusée, c'est dans une semaine, jour pour jour. C'est jeudi, le 8 juin, de midi à 16h30, le programme double. Il y a un prix d'entrée également. Là. Oui, c'est 9 $ pour tout le monde. Alors, on a voulu prendre un prix unitaire parce qu'effectivement, ça a été compliqué d'avoir... on ne voulait pas mélanger tout ça. Et on vous le dit, ça ouvre à midi les portes. On va essayer de commencer quand même à l'heure. Donc, arrivez tôt parce qu'on sait que la dernière activité qui a eu lieu comme ça en 2017, un visionnement de documentaire par un des organismes, c'était la Table des aînés qui l'avait organisé à l'époque. Il y avait eu 150 personnes. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme public, mais on aimerait ça beaucoup avoir beaucoup de monde. Donc, arrivez tôt. C'est vraiment, il n'y a pas de réservation. Premier arrivé, premier servi. Et vous pouvez venir nous rencontrer pendant la demi-heure, justement, avant le début du visionnement. Alors, Stéphane, merci beaucoup d'être venu nous parler là, de la journée de cinéma du 8 juin prochain. Merci beaucoup. On invite tout le monde à venir nous voir. Merci Stéphane. Merci beaucoup. La ferme Langlois de Neuville a dévoilé son parcours d'interprétation renouvelé un peu plus tôt aujourd'hui, en plus d'annoncer une toute nouvelle appellation pour le site touristique. Aubert Tremblay était sur place. L'économusée de la ferme Langlois à Neuville change de nom. Ce n'est plus l'économusée de la conserverie, mais maintenant celui du maïs sucré de Neuville. Plus exactement, économusée du maraîcher, maïs sucré de Neuville. Une appellation que Médé aurait bien voulu avoir dès le départ. Moi, à la base, c'est ce que je voulais avoir, un économusée du maïs sucré de Neuville. C'est ce que j'expliquais depuis déjà de plusieurs années. Puis à l'époque, c'était pas possible parce qu'il fallait transformer ici et ça. Il faut dire que la situation a changé depuis que la ferme a créé son économusée il y a 10 ans. D'abord, à l'époque, le maïs de Neuville n'était pas encore protégé par une appellation réservée. Ce qui distinguait la ferme, c'était plutôt ses aliments préparés. Ce qu'on voulait et qu'on veut toujours mettre en valeur, c'est le nom de l'artisan, son métier, la transformation, parce que c'est ce qui distingue son interprétation de la prune de l'artisan qui fait de la confiture de prune. Puis, dans le cas de la ferme Langlois, ils étaient faisaient des conserves. Donc, la conserverie, l'art de transformer puis de préserver les aliments, c'est ce qu'on souhaitait mettre en valeur par le terme « économiser de la conserverie ». Et puis, un autre économusée est apparu dans la région avec une spécialité dans la conserverie. Les compliments de Belle-Maman, à Saint-François de l'île d'Orléans. Je me spécialise justement dans tout ce qui est transformation alimentaire. Je fais toutes les confitures, des marinades, des ketchup, des confitures, des herbes salées, des gelées. OK, c'est vous qui prenez comme la relève de la conserverie. Oui, exactement. C'est moi qui va vraiment prendre le côté économiser la conserverie. Il devenait donc plus naturel d'enfin accorder à Médé l'appellation qu'il demandait. Que les compliments de Belle-Maman à l'île d'Orléans soient arrivés dans notre réseau, alors que Langlois nous demandait de changer de nom pour mettre en valeur le maïs sucré de Neuville. Pour nous, ça a été, pourquoi pas. Puis comme les deux entreprises ont accepté de travailler mutuellement puis de se compléter aussi plutôt que de se concurrencer, ça allait de soi qu'on allait les appuyer dans cette démarche-là. Concrètement, on a ajouté des panneaux au circuit d'interprétation. Tous les semaines, à partir du mois de fin avril jusqu'à début juillet, tous les semaines, on sème du blé d'Inde. On en voit du bon à toutes les semaines. Plus le grand épi de maïs auprès duquel les gens aiment se faire photographier. Aubert Tremblay pour CJSR. On est déjà à la fin de votre bulletin d'information. Beaucoup de choses à vous dire en terminant. Premièrement, je vous rappelle, regardez dans vos localités pour la fête des voisins parce que c'est ce samedi, le 3 juin, pour tous ceux et celles qui veulent rencontrer un peu leur voisinage un peu partout dans la province et surtout dans la région. Vous allez pouvoir rencontrer les gens qui habitent près de vous. Également, je voulais vous dire qu'on cherche encore des gens pour le bingo. Si vous voulez vous impliquer dans CJSR pour cette émission qui
qui évidemment est une émission phare. Vous pouvez autant être impliqué à la technique, à l'animation, mais aussi à la distribution. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Et évidemment, merci à l'équipe, autant Suzy, Luc, Tony, Aubert, Philippe, Carole et évidemment Christian et Charles. Je m'appelle Danick Julien et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Voici des images du Mont-Laurent prises par Philippe Papillon.